Et puis pour celles qui hésitent peut-être encore à rester dans la prochaine demi-heure, je vous préviens, ça va vous intéresser. On va parler, argent donc. Je me présente, je suis Charlotte Pastureau, j'accompagne des personnes en transition professionnelle depuis 2015 et j'ai créé la Banana Méthode, qui est une méthode qui consiste à alterner des séances de coaching individuel et puis du travail en groupe, en petits groupes de 8 personnes en moyenne. On se rencontre dans la vraie vie, ça existe encore, dans un programme qui dure 4 mois environ. Voilà, c'est un bilan de compétences un peu modifié que vous pouvez financer avec votre CPF naturellement. Mais vous n'êtes pas là pour, entendre parler de ma vie et de mon œuvre. J'ai un profil LinkedIn pour ça, si ça vous intéresse. Moi, j'ai choisi de consacrer la masterclass d'aujourd'hui, au sujet de l'argent parce que, l'argent est présenté comme le frein principal aux envies de reconversion. Et c'est vraiment le cas, hein, quand vous avez un projet de reconversion, très clair et que vous prévoyez dans le cadre de ce projet de perdre pas mal en revenus, voire carrément une absence de revenus pendant une certaine période de temps, sans, revenu de compensation. C'est le cas aussi quand vous avez un projet de reconversion qui nécessite des investissements et que vous ne trouvez pas l'argent, hein, les banquiers ne vous suivent pas, vous n'avez pas d'épargne ou de proches pour vous aider. Bref, il y a plein de situations, de circonstances où l'argent peut être le frein de vos projets de reconversion. Mais étrangement, les problèmes liés à l'argent que je rencontre, le plus souvent avec mes clients ne sont pas tout à fait de cet ordre-là, puisqu'ils apparaissent bien en amont, en fait, alors que le projet n'existe pas ou est vraiment à un stade très embryonnaire. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de répondre à cette question: comment surmonter cet obstacle réel ou prématurément redouté? Je vous propose d'y répondre, en 4 temps, 4 étapes, très importantes selon moi. La première qui consiste à débusquer, ses croyances. La deuxième à clarifier ce que j'appelle, ses musts. La troisième à chiffrer ce qui est vraiment nécessaire et la quatrième à explorer ce qui est possible. Beaucoup de choses à se dire, je vais essayer d'être synthétique et puis, vous n'hésitez pas à partager vos questions avec Séverine si vous en avez. Première étape, débusquer vos croyances. Alors, objectivement, l'argent, ce n'est que 2 choses, hein, un intermédiaire entre acheteur et vendeur ou un étalon commun qui permet de valoriser les choses. Mais pourtant notre relation à l'argent, elle est souvent, très complexe, c'est le moins qu'on puisse dire et en grande partie inconsciente. Elle est liée à des émotions parfois contradictoires, de l'envie et du dégoût, un sentiment de sécurité, d'insécurité, la vanité, des peurs, de la mauvaise conscience aussi parfois et puis du plaisir, de l'excitation. Beaucoup d'émotions associées donc à ce sujet de l'argent, et puis des croyances qui nous viennent parfois de très loin, hein, d'une histoire familiale, une culture proche ou une culture, j'allais dire, générationnelle. De pression aussi qu'on peut s'infliger à soi-même en se comparant un peu trop aux gens qui nous entourent. Bref, si l'argent est une donnée objective, on en a plus ou moins. Elle existe aussi de manière très subjective en fonction du regard qu'on porte, sur elle. C'est pourquoi je vous invite pour commencer cette masterclass à débusquer vos croyances. Pour débusquer vos croyances vis-à-vis de l'argent, je vous invite, derrière votre écran, à commencer à répondre à une série de questions, un peu à la façon d'un enquêteur. Je vais vous lire ces questions, vous allez vite vous rendre compte qu'il vous faudra plus que cette masterclass pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les recopier ou à faire une capture d'écran pour vous y replonger plus tard. Quels sont vos premiers souvenirs où l'argent apparaît directement ou indirectement? Essayez vraiment de revenir aussi loin que vous pouvez dans votre mémoire, souvenirs d'enfance, de petite enfance, premier souvenir où l'argent apparaît directement ou indirectement. Quel était le rapport de chacun de vos parents à l'argent? Distinguez bien, hein, les relations d'un parent, à l'argent peuvent être très différentes des relations d'un autre parent. Ça a pu être d'ailleurs un sujet dans la famille. Quelles sont les petites phrases que vous avez souvent entendues en lien avec l'argent? Que vous avez entendues sur les riches, comme on dit, sur les pauvres, comme on dit? Puis n'hésitez pas à noter des petites expressions aussi que vous entendiez, pour parler justement des riches, des pauvres, de l'argent. Quels ont été les événements marquants dans l'histoire de votre famille liés à l'argent? Histoire d'héritage, de faillite, de vol, d'arnaque, et cetera. N'hésitez pas à convoquer de très vieux souvenirs, l'histoire, d'un vieil oncle que vous n'avez jamais connu, c'est pas grave. Ces histoires, même non expérimentées, j'allais dire, même racontées de très loin, peuvent avoir une incidence. Et puis quelle est votre propre histoire avec l'argent? Premier argent de poche, premier salaire, expérience de découvert, peut-être de jackpot, dépenses, épargne, et cetera.
Ça, pour répondre à cette question, je vous invite même à faire le fil un petit peu chronologique. C'est de vous amuser à vous donner des repères comme ça dans le temps, avec des repères sur votre histoire à vous avec l'argent. Et puis quel a été jusqu'à présent votre rapport à l'argent dans le cadre professionnel? Souvenirs de négociations, de promotions, peut-être dilemme professionnel entre 2 postes, et vous que vous avez choisi pour des raisons financières, plutôt l'un que l'autre. Et puis quelle place a ou a eu l'argent dans votre couple ou dans vos couples? Question hyper intéressante également, qui pourra peut-être déclencher quelques conversations ce soir au dîner. Donc une série de questions, que je vous invite à vous poser et à y répondre avec autant d'honnêteté que possible, à creuser dans vos souvenirs, à interroger peut-être aussi des membres de la famille, des proches pour vous aider. Et puis quand vous aurez répondu à ces questions, vous pouvez noter sur une feuille le mot argent comme ça en gros, en grand, et y associer toutes les croyances que vous avez débusquées en faisant cet exercice. Là, c'est les associations que vous faites avec l'argent, vous l'associez à la sécurité, vous l'associez au plaisir, vous l'associez au contraire à quelque chose de sale, vous l'associez à quelque chose, d'incertain, vous l'associez à quelque chose de malhonnête, je sais pas. Tout ce qui vous vient, tout ce qui vous est venu au fil de cette réflexion et de cette petite enquête. Et puis pour aller plus loin, si vous sentez que votre relation, à l'argent peut être un sujet d'introspection, vous pouvez consulter les travaux de Christian Junod. C'est un expert en relation à l'argent, un ancien banquier suisse, ça fait un peu cliché, mais qui, a fait un travail formidable, des ouvrages, des vidéos, des formations. Il y a beaucoup de choses, qu'il fait à ce sujet. C'est passionnant et lui, nous montre vraiment à quel point l'argent, c'est aussi ce que nous y collons. Ce n'est pas que des sommes, c'est vraiment, une surface projective, comme on dit, de premier choix, et c'est ce qui peut expliquer certains de nos comportements. Et donc s'endetter, épargner, dépenser, mettre un prix, gérer une succession, tout ça c'est bourré de comportements irrationnels. Et il en donne quelques exemples, comme ça, des schémas comportementaux qu'on peut retrouver. Je vous en donne juste quelques exemples, vous allez peut-être vous retrouver dans certains d'entre eux. Il parle par exemple de cette croyance qui consiste à associer argent, et compensation d'un labeur pénible. Voilà, pour ceux qui considèrent, peut-être pour des raisons familiales, éducation, et cetera, qu'on gagne de l'argent en compensation d'un labeur pénible. Et donc ces personnes peuvent, avec le temps, avoir des difficultés à, exiger une contrepartie financière pour quelque chose, qui leur plaît, heu, pour, une activité où ils trouvent du plaisir. Voilà, ça peut être un peu compliqué à gérer ça. Normalement, ça devrait être pour un labeur pénible, pas pour quelque chose, pour lequel j'ai du plaisir. C'est le curseur du plaisir. Il parle aussi du mouvement de l'écureuil où là, on va plutôt expliquer des comportements, v on va dire très économes, voire radins, où là, en fait, il y a une trop forte association entre argent et sécurité. À l'inverse, on peut avoir une association entre argent et injustice, ou l'argent vécu comme quelque chose, de sale, et du coup, inconsciemment, ça peut donner des personnes qui vont avoir du mal à accumuler ou à garder l'argent, et inconsciemment, ils vont un peu tout faire pour s'en débarrasser, quoi, puisqu'il y a des associations inconscientes entre, injustice et argent. Il parle également, d'un schéma qui concerne, en particulier les femmes qui vont avoir tendance à se dévaloriser ou avoir du mal à demander une augmentation, par exemple. Il dit que ça peut être lié à une croyance, avoir peur de se vendre. Il dit: «C'est l'ombre de la femme qui se vend». Ça peut être une ombre très ancienne, un peu archaïque qu'on traîne avec soi, et cette difficulté à demander de l'argent avec cette peur de se vendre peut nous empêcher parfois à gérer, sereinement, j'allais dire, des phases de négociation. Et puis il parle aussi de l'ombre du voleur, très intéressante, souvent des héritages là aussi familiaux, une vieille histoire de quelqu'un, un arnaqueur dans la famille, des choses comme ça, et de peur de passer pour un voleur, je préfère me voler moi-même, finalement. Et donc ça va donner des personnes, notamment entrepreneurs, qui vont pratiquer de manière excessive la gratuité ou les tarifs trop bas. Et puis, je vous donne un dernier exemple, il parle de l'ombre de la déloyauté familiale, hyper intéressant aussi, où là, on va observer comme, comportement une très forte, un très fort conformisme, par rapport au schéma familial. Par exemple, famille, très économe, sobre, hem, des gens, voilà, qui vivent chichement et qui sont fiers de ça, et donc on a la possibilité peut-être de gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que ça n'a jamais été, que ça n'a été le cas dans la famille, et en fait, on s'en empêche, quoi. On va, avoir du mal à se mettre en déloyauté vis-à-vis d'un schéma qui se répète de génération en génération. Voilà des exemples comme ça de schémas comportementaux, sous lesquels on peut trouver comme ça des croyances, à débusquer. Je vous invite vraiment, à le faire. Bon, et puis l'argent, ça ne se boit pas, ça ne se mange pas non plus. Il faut quand même se le rappeler quand on parle de ce sujet-là. C'est nécessaire pour obtenir des choses vitales, de l'eau, de la nourriture, un toit sur la tête,
et des choses importantes pour nous. C'est pourquoi je vous invite pour cette deuxième étape à clarifier votre intention sur ce qui est important pour vous, ce que j'appelle vos must, hein, de l'anglais, I must, I do, I must, je dois. Donc là, vous pouvez vous poser tout simplement, je vais dire simplement cette question, d'ici 10 ans ou plus, mais c'est un bon horizon, j'allais dire pas l'année prochaine, essayez de prendre un horizon un peu lointain. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment avoir? C'est quoi votre must have? En termes de relations, d'objets, de lieux de vie. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment ou avoir fait? Quelles réalisations, quelles activités, quels loisirs, quel métier, quelle découverte? Votre must do. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez, être? Votre must be? Quel rôle, quelle qualité, quelle valeur avez-vous envie de développer dans les prochaines années? En fait, se recentrer sur nos must, ça permet de chiffrer avec plus de justesse ce qui est vraiment nécessaire à notre épanouissement. C'est vraiment une démarche, voilà, on parle d'argent, on va chiffrer, on va y venir dans un instant, mais après avoir débusqué les croyances, je pense que c'est important de se poser, un petit moment là-dessus et de clarifier vraiment ce qu'on recherche avec tout ça, puisque l'argent, c'est d'abord fait pour obtenir certaines choses. Troisième étape, puisque je parle de chiffrer, chiffrer justement ce qui est vraiment nécessaire. C'est la troisième étape que je vous propose parce que si les croyances sont importantes, le montant disponible sur notre compte en banque l'est aussi. Pour tuer les fantasmes, et les peurs paralysantes, mieux vaut chiffrer. Ça peut sembler rébarbatif peut-être, pour certaines d'entre vous, mais chez vous, je vous invite vraiment à évaluer le montant dont vous avez vraiment besoin pour réaliser votre projet de vie. On va le faire en quelques étapes, un peu comme des repères. Hem, Commencez, je pense, par faire le point sur votre situation financière actuelle. C'est peut-être très clair pour certaines d'entre vous, peut-être un peu moins pour d'autres. Ça me semble être le point de départ. Quelles sont vos dépenses actuelles? En distinguant, les superflus des incompressibles. Par exemple, en distinguant le remboursement du prêt immobilier si vous en avez un, versus, l'achat, je sais pas, d'un tout nouveau téléphone portable. C'est la boîte rouge sur le schéma, OK? Les dépenses actuelles. Et puis, en face, la boîte verte, de quoi disposez-vous? Distinguez les revenus, actuels et l'épargne évidemment. Mettez donc les moins en face des plus. Et puis si dans le cadre de votre transition professionnelle, vous envisagez une baisse de revenus, des économies sont-elles envisageables par rapport à vos dépenses actuelles? C'est pour ça que c'est important de repartir de la situation actuelle, j'allais dire réelle. Et puis si oui, est-ce que, vous envisagez suffisamment d'économies pour absorber la baisse prévisible de revenus? OK? L'idée, c'est vraiment, de pouvoir équilibrer le modèle. Heu, Parfois, on peut avoir l'impression que c'est incompressible et donc s'empêcher de vivre certains changements professionnels. J'en fais l'expérience tous les jours avec mes clients et puis en faisant ce petit travail un peu laborieux de décompte, on peut se rendre compte qu'on a quelques marges de manœuvre qu'on n'avait pas envisagées au premier abord. Et puis à l'inverse, si vous prévoyez des investissements pour mener votre projet, des revenus additionnels sont-ils envisageables? Si oui, comment? Est-ce qu'il s'agit de dons? Est-ce qu'il s'agit d'emprunts? Est-ce qu'il s'agit d'activités complémentaires? Est-ce qu'il s'agit de revenus immobiliers ou autres? OK? Dans un sens comme dans l'autre, vous l'avez bien compris, l'idée, c'est de se projeter sur un modèle à l'équilibre. Hem, Après, il arrive qu'on tourne le dos un peu vite à des projets en présageant de leur impossibilité. Et puis à l'inverse, certains se cassent les dents, parce qu'ils n'ont pas étudié les possibilités avec assez de lucidité. C'est pourquoi la quatrième étape là que je vous propose aujourd'hui, que je vous recommande de faire, c'est d'explorer ce qui est vraiment possible. Pour vous donner un exemple, on peut schématiser, ce raisonnement en un arbre de décision. J'adore les arbres de décision, c'est quand même un outil, hyper intéressant justement quand on doit réfléchir, et prendre des décisions complexes. Le point d'entrée de cet arbre que je vous propose, c'est évidemment la volonté de se reconvertir. Je veux me reconvertir. 3 cas de figure sont possibles, pour parler, j'allais dire, que des cas les plus courants, hein. On va éviter d'entrer dans trop d'exceptions aujourd'hui. Premier cas, je suis en poste. On va considérer plutôt poste salarié. Deuxième cas, je ne suis pas en poste, je ne suis pas en emploi. Et troisième cas, je suis entrepreneuse, ok, dans le sens où je ne suis pas salariée. Pour distinguer un petit peu les options possibles en fonction du cas de figure, moi je propose de vous poser 2 questions. Si vous êtes en poste, la question que vous pouvez vous poser, c'est: «Est-ce que vous pouvez rester à ce poste encore quelque temps?»
La question elle mérite d'être posée parce que, pour certains, bah, voilà, épuisement professionnel ou parce qu'ils sont victimes d'un harcèlement ou parce qu'ils vivent un mal-être très profond au travail, ce n'est pas une option. Et puis, pour certains aussi, la fin du contrat n'est pas choisie, hein, et c'est la fin d'un CDD, ils font l'objet d'un licenciement ou d'un plan de départ. Donc, la possibilité de rester n'en est pas une. Et pour les autres, pouvez-vous vous poser cette question: «Est-ce que je peux rester?» On va voir, quelles sont, du coup, les conséquences. Pour les autres qui ne sont pas en poste ou les entrepreneuses, vous pouvez vous poser cette question: «Ai-je de l'argent, de côté ou le soutien financier de proches? Ou alors suis-je éligible à un dispositif d'aide type versement des allocations, de retour à l'emploi versées par le Pôle emploi?» En fonction des réponses, on voit qu'on n'est pas du tout dans les mêmes configurations pour engager sa reconversion. Si vous êtes en poste et que vous considérez que vous ne pouvez pas rester, la boîte rouge, non, vous allez vous retrouver dans la deuxième situation dont je vais parler dans un instant. Si au contraire vous avez répondu oui, oui, je pense que je peux rester encore quelques temps en poste sans difficulté, vous êtes quand même dans un schéma assez confortable qui présente de nombreux avantages. Le premier avantage, évidemment, c'est le sentiment de sécurité que vous aurez pour préparer votre reconversion professionnelle. Vous pouvez préciser votre projet en menant un bilan de compétences, en menant des entretiens exploratoires, en vivant des immersions dans le futur métier ou le futur secteur. Vous pouvez également prendre le temps de tester votre idée. Vous pouvez également prendre le temps de vous former avec la participation de votre employeur, même parfois. Et puis, vous pouvez aussi négocier un congé sabbatique avec votre employeur. Bref, on voit que c'est quand même une configuration assez confortable et assez adaptée, quand on a besoin en particulier de préciser son projet. Il n'est pas complètement abouti, on a besoin de préciser son projet. Évidemment, ce n'est une configuration possible que si, l'état de santé au travail, la situation au travail le permet. Si vous êtes dans le cas de figure, juste sur la droite, je vous ai proposé de vous poser cette question: «Est-ce que j'ai de l'argent de côté ou suis-je éligible à un dispositif d'aide?» Si c'est le cas, on va pas se mentir, vous êtes dans la configuration idéale. Vous touchez, je sais pas moi, l'allocation chômage ou une rente, ou vous avez un conjoint ou un ami qui subvient à vos dépenses, je sais pas. Ça veut dire que là, vous avez à la fois, pendant un certain temps, un sentiment de sécurité réel pour, construire, bâtir votre projet, et puis du temps, ce qui est un peu moins le cas dans le cas qu'on vient de voir juste avant en poste. Du temps disponible pour mener vos démarches, pour explorer, pour vous former, pour créer votre entreprise ou pour, postuler à des offres d'emploi qui vous donnent envie. C'est vraiment, une configuration, alors elle dure le temps qu'elle dure, mais qui est quand même assez enviable. Et puis si, au contraire, vous répondez non à cette question, vous n'avez pas d'argent de côté, vous n'avez pas de soutien financier de proche, vous n'avez pas de possibilité de recevoir, d'allocation de retour à l'emploi ou d'autres aides d'État. Là, pour moi, la question que vous devriez vous poser, c'est: y a-t-il un moyen moins risqué d'aligner votre quotidien avec vos aspirations? Et sur la base de cette réflexion, il va falloir peut-être reconsidérer votre projet de changement professionnel et considérer que ça va être une transition un peu plus longue que prévu. Et la première étape, ça va être de retrouver de la sécurité et des marges de manœuvre. On ne peut pas vivre sereinement, un projet de reconversion professionnelle si on a juste peur de finir à la rue, dans le mois prochain. Cette condition financière, elle pèse beaucoup sur, le niveau de sérénité que vous aurez pour avancer, pour explorer, pour vous autoriser à faire des choses. Donc si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui d'être en sécurité, d'explorer sereinement, eh bien, la priorité pour vous devrait être de retrouver de la sécurité. Grossièrement dit, il va falloir pouvoir vous payer votre conversion. Par exemple avec un emploi, en reprenant un emploi pendant quelque temps, ou alors, par une activité entrepreneuriale plus rentable, parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'entreprise que vous imaginiez, eh bien, ne vous permet pas de vivre. Bref, l'idée, c'est de considérer que vous investissez pour la suite, et moi, je vous encourage à rester bien entouré pendant cette période pour ne pas perdre de vue votre destination, votre cible de vue. Parce que, l'idée n'est pas d'abandonner ses envies et de se dire, «Ce n'est pas possible, je laisse tomber», mais plutôt d'ajuster votre trajectoire et de corriger votre plan pour qu'il devienne, viable. C'est vraiment ça l'idée. Et puis, si vous vous rendez compte,
que ça ne tient pas du tout la route et puis d'ailleurs que tout ça vous a démotivé et peut-être aussi que c'était un projet qui était encore trop fragile, et peu viable. En tout cas, l'urgence, c'est de retrouver, selon moi, de la sécurité. Hem, Explorer ce qui est possible, ça veut donc dire, vu ce qu'on vient de se dire, que c'est hyper important de très bien se renseigner sur les dispositifs qui existent. En France, il existe des dispositifs pour se former, pour créer son entreprise et d'une certaine manière pour prendre le temps de la reconversion. Ici, je vous ai mis une petite liste non exhaustive. Je ne peux pas entrer dans le détail de chaque dispositif parce que pour chacun, hein, vous connaissez peut-être un peu, mais il y a de nombreux prérequis, il y a des conditions d'éligibilité, conditions d'ancienneté, conditions de revenus, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner en détail. Mais par exemple, pour se former, maintenant il est quand même bien célèbre, hein, le compte personnel de formation a remplacé le DIF en 2015. Ça, c'est un droit à la formation professionnelle qui permet de cumuler comme ça au fil des années de l'argent et d'être autonome dans ses projets de formation. Et ça, c'était quand même une petite révolution. Le CPF de transition professionnelle, juste en dessous, qui a remplacé le CIF, le congé individuel de formation depuis 2019. Là, c'est un droit à la formation qui permet de financer des formations longues de reconversion avec congé associé. Je vous ai mis également le dispositif ProA, hein, promotion par alternance, qui est un dispositif intéressant pour engager une formation en alternance. Il y a des dispositifs pour créer son entreprise, hein, très intéressant, le congé de création ou de reprise d'entreprise qui est réservé aux salariés qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui vont pouvoir le faire à temps plein ou à temps partiel. C'est intéressant parce que ça permet aussi, au terme de ce congé, de réintégrer son poste si jamais ça n'a pas donné ce qu'on espérait. Et puis il y a l'ACRE, hein, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise, qui offre une exonération de cotisation sociale pendant une année. Et puis évidemment, pour prendre le temps de la reconversion, je vous ai mis ici des missions reconversion, qui est un dispositif assez récent, mais qui donne droit sous condition à des démissionnaires de toucher des allocations de retour à l'emploi versées par le Pôle emploi. Ça, c'était aussi une petite révolution. Et puis Transco, qui est le dispositif de transition collective, hyper intéressant, là, quand on veut s'orienter vers un métier qu'on considère porteur du territoire. Là, c'est vraiment des projets de transition collective au niveau d'un territoire, et donc soit qui peuvent nous permettre de nous financer une formation certifiante ou d'entreprendre une validation des acquis d'expérience, une VAE. Voilà, liste non exhaustive, mais qui mérite d'être explorée quand on cherche un peu à trouver des sources de financement pour se former, pour créer son entreprise, ou juste pour prendre le temps qu'il faut. Alors après ces quelques exercices que je vous ai proposés aujourd'hui, on voit bien à quel point la question financière est un aspect central à explorer quand on envisage de changer de situation. Ça ne doit pas être la première barrière, le premier obstacle qu'on lève, hem, quand on pense à changer de travail, mais très rapidement on se rend compte que c'est un chantier à part entière qu'il faut bosser, qu'il faut travailler. Mais je crois qu'il serait quand même très dommage, de n'évaluer l'équilibre, de son futur modèle professionnel qu'à l'aune de l'argent. Pensez à tout mettre dans la balance. Évidemment, les charges financières et puis les sources de revenus pour vérifier que vous arrivez à quelque chose de viable, mais aussi ce que ça vous coûte en énergie et ce que ça va vous rapporter en énergie, ce que cette future activité va générer en vous. Et puis aussi les concessions que vous aurez à faire, eh bien mettez en face les satisfactions que vous obtiendrez. Parfois, une baisse de revenus, elle est acceptable parce que vous gagnez en énergie et en satisfaction au quotidien. Vous êtes plus heureux et du coup, vos besoins de reconnaissance financière sont aussi un peu moins pressants qu'avant. Ou encore, vous pouvez juger que vos sacrifices financiers en valent la peine. Voilà. On parle évidemment de situations où on n'est pas en train de je ne peux plus payer mes factures d'électricité ou mes factures au supermarché, mais il y a souvent comme ça une part, un peu psychologique, une part de son salaire à laquelle on s'accroche aussi parce qu'elle était une manière de nous valoriser au travail et on se rend compte que parfois s'arc-bouter sur ces montants-là, ça n'a plus trop de sens quand on se projette vers un projet, professionnel qui sera en fait hyper satisfaisant. Voilà, donc intéressant et j'observe ce cheminement chez certains de mes clients qui, au départ, considèrent qu'ils ne pourront pas passer en dessous d'un certain montant parce que c'est comme ça, ils ont réussi avec les années à arriver à une certaine rémunération annuelle et puis chemin faisant, ils se rendent compte que c'était hyper important dans le cadre de l'organisation où ils étaient. Voilà, parce que là, c'était important, c'était, aussi un souci d'équité par rapport aux autres collaborateurs, reconnaissance de leur parcours et tout. Mais à partir du moment où ils sortent de ce système, eh bien, ils peuvent, envisager les choses un peu différemment. Et puis ça permet également, en mettant tout dans la balance, de définir une trajectoire. Penser trajectoire, transition et puis cible.
Par exemple, avec une période où on va concéder une baisse de revenus parce que, on va devoir se former ou parce qu'on va lancer une boîte, ou parce qu'on va faire un métier, qui est un peu une découverte, d'un secteur, on repart un peu à zéro, pour atteindre plus tard une situation plus satisfaisante financièrement. Parfois, ça dure pas longtemps, ça dure 1 an ou 2, avant de retrouver, une situation financière qu'on a connue, précédemment. Ouh là là, je guette l'heure. Pour aller plus loin, juste pensez à consulter les nombreuses ressources, disponibles en ligne. C'est gratuit, il y a tellement de choses pour vous, des outils d'auto-coaching, des articles, des webinaires. Moi, je partage presque tous les mois une newsletter gratuite où vous retrouvez des podcasts, des articles, des témoignages d'anciens, des événements. Voilà, ne restez pas seul avec vos questions. Il y a ce merveilleux salon là pendant 3 jours, et le reste de l'année, il y a beaucoup de matières disponibles, donc n'hésitez pas à les consulter. Si jamais, vous sentez que vous tournez un peu en rond seul ou que vous n'arrivez pas à prendre les choses par le bon bout, n'hésitez pas à me contacter. Je vais démarrer dans quelques jours une nouvelle promo à Bordeaux. Mais surtout, ne laissez pas vos projets et vos envies dans un tiroir, ça serait vraiment trop dommage. Séverine, y a-t-il des questions? Alors, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'interactions, que la liste que vous avez présentée, qui montrait un peu tous les dispositifs de prise en charge, en tout cas d'aide sur la reconversion, ont eu beaucoup d'intérêt. Il y a eu beaucoup de likes sur cette présentation de liste. Et je pense qu'on vous a écouté effectivement avec attention, parce que dès qu'on parle finance et argent, on note, on prend des notes en tout cas. Et voilà, c'est toujours bon aussi de rappeler tout ce que vous mettez en place, je pense, pour bien étudier et savoir de quel pied on part, où on peut s'améliorer, où on peut envisager de partir sur le chemin Ouais. de la reconversion en tout cas. C'était bien de rappeler un peu tous ces dispositifs et votre méthode, voilà, qui me paraît assez basique en vrai, mais qui n'est pas du tout appliquée et sur lequel on ne se penche pas forcément et qui est très intéressante en tout cas. Voilà. Oui, oui, et puis, ouais, pour conclure, en fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. Le temps de l'analyse des dispositifs, il est fondamental, mais il ne doit pas arriver trop tôt. Voilà. Il y a un moment, j'allais dire, il faut juste savoir ce qu'on veut. Et ça peut prendre des mois, voire des années. Et donc, quand on lève trop rapidement le carton rouge de l'argent, eh bien, on va s'empêcher de réfléchir sereinement à ses envies. Donc, moi, je dis juste, évidemment que c'est un frein réel dans certains contextes, mais avant ça, soyez bien sûr que votre projet, il est au clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vous êtes capable en quelques mots de décrire à un interlocuteur votre cible. Là, ça va. Si en fait tout ça est encore flou, bah, c'est peut-être un peu tôt pour parler de difficultés financières, d'incapacité financière. Et puis ne vous épuisez pas non plus sur les sites d'État, sur les dispositifs, si en fait vous ne savez même pas ce que vous voulez financer. C'est différent de chercher un financement pour une formation et de chercher de l'aide alors qu'on va créer sa boîte. Voilà. Donc, hyper important, mais chaque chose en son temps. Et d'abord, être clair avec soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Mon Nathalie qui nous dit que c'était dense, mais très intéressant et très important, effectivement. C'est vrai que l'argent, on en parle, enfin, les femmes et l'argent, on n'en parle pas assez. Et c'est un très bon sujet que nous, on aime bien mettre en place sur le salon aussi, parce que c'est un sujet voilà, qui est d'actualité quoi qu'il arrive. Et puis, pour l'indépendance financière des femmes, ça compte, en tout cas. Absolument, Pouvoir choisir absolument. son propre chemin et pas dépendre de quelqu'un qui pourrait choisir pour vous ou vous laisser influencer par le choix par rapport à votre situation. C'est pour ça que c'est des éléments qui sont très importants à rappeler, en tout cas. Ouais. Donc on vous retrouve la semaine prochaine sur le Salon de Bordeaux. Exactement. Je serai sur mon stand le 10 mars, le vendredi 10 mars. Le vendredi 10 mars, voilà. Donc le salon, je le rappelle, c'est 9h-17h toute la journée. Et vendredi, je pense qu'on va avoir une grosse journée parce que on a plein d'intervenants qui sont également très intéressants. Et on va parler des retraites, l'argent et les retraites. Donc après, quand on a travaillé, quand on a fini sa reconversion, comment on envisage sa retraite et l'argent de sa retraite. Voilà. Parce qu'apparemment, on ne récupère pas tous. Il faut aller chercher un peu où est-ce qu'on a cotisé et tout regrouper sous le même petit bonnet, en tout cas. Merci beaucoup, Charlotte. On vous souhaite une bonne fin de Merci soirée. Séverine, merci à toutes pour votre attention et puis bonne fin de salon. On se retrouve le 9 et le 10 mars.